Passer à la session suivante, qui concerne les métiers et l'emploi de la croissance verte. Et j'appelle tout de suite Lossi Nouanti et Luminita Lyon. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc cette dernière table ronde portera sur les métiers liés à la croissance verte. Et moi, Illumi étant des enseignants-chercheurs, moi à l'école de commerce, Illumi à l'IXI, pour nous cette table ronde est très importante parce que effectivement notre mission principale c'est d'enseigner et de transmettre le savoir dans un but et un objectif principal, celui de l'employabilité de nos étudiants. Donc c'est très important. Pour animer cette table ronde, j'appelle Monsieur Jean-Claude Fontanive, Madame Nadia Bouglin, Monsieur Renaud Francom, Monsieur Johan Ferchaud, Monsieur Éric Vernier. Je vous appelle à nous rejoindre. Tout le monde est là? L'importance de cette table ronde se voit bien par le fait que nous sommes 2 animateurs pour le prix d'1. Merci. Et donc ma première question, je l'adresse à Monsieur Jean-Claude Fontanive. Le micro, s'il vous plaît. Pouvez-vous nous faire un état des lieux sur les métiers de la croissance verte? Et est-ce qu'on peut parler de nouveaux métiers, justement, liés à la croissance verte? Oui, merci. Le sujet est très vaste. Parce que d'abord, c'est quoi la croissance verte? Qu'est-ce qu'on met dedans? Donc, et on a vu effectivement la panoplie de toutes les interventions, et en particulier sur tous les secteurs que ça peut recouvrir. Ensuite, c'est de dire finalement, est-ce qu'il y a des nouveaux métiers qui se créent grâce à la croissance verte? Et on a vu qu'il y avait entre l'innovation, la mise en œuvre, les substitutions d'activités, est-ce qu'il y a vraiment des nouveaux métiers? Ou alors ce sont des métiers qui évoluent rapidement? Est-ce qu'il y a des ruptures technologiques ou des ruptures suffisamment fortes pour qu'on crée effectivement d'autres métiers? Si on prend l'exemple effectivement des métiers à tisser à l'époque, finalement c'était une rupture technologique qui a vraiment profondément changé, je dirais à la fois l'organisation et les métiers. Est-ce qu'il y a un management du développement durable? Est-ce que ça peut exister? Est-ce qu'il y a un comportement qui peut effectivement changer, éthique, morale, etc. Donc on est également sur d'autres critères qui sont effectivement et des critères de, je dirais, de socialisation et d'invention, je dirais, de nouvelles propriétés, de compréhension du nouveau monde. Donc je crois fondamentalement, si on fait un état effectivement de tous les métiers qui puissent exister et qui impactent au quotidien l'ensemble de ce qu'on appelle la transition verte, c'est-à-dire tous ces nouveaux métiers inclusifs. Il y a l'humain, il y a le management humain, enfin, je veux dire, avec des perspectives ouvertes, complètes, effectivement, de compréhension et d'acceptabilité au sens social du terme. Les métiers techniques, je veux dire, ils évoluent, enfin, je veux dire, que ce soit dans l'électricité, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit je dirais, dans l'agriculture, que ce soit, mais dans tous les domaines, vous avez effectivement les nouveaux. Donc les formations qui existent aujourd'hui doivent effectivement intégrer, je dirais, ces évolutions, tant au niveau, je dirais, du management qu'au niveau effectivement des connaissances nouvelles à apporter dans un environnement systémique. Alors, si effectivement on me demande effectivement de réfléchir, on est en train de travailler sur nous aussi également, savoir est-ce qu'on peut avoir effectivement des formations dédiées à cette transition énergétique ou l'économie verte, etc. Ben, il faut intégrer effectivement des évolutions en termes de management, des évolutions en termes de, de comportement, en termes d'éthique, et surtout, quels sont dans cette boucle, je dirais, vertueuse, l'ensemble des éléments qui permettent effectivement de pouvoir avoir une panoplie complète de comportement. Un ingénieur devra intégrer effectivement des données sociales, de compréhension et savoir travailler ensemble. Ça, c'est me paraît être effectivement fondamental. C'est-à-dire, en fait, finalement, on n'est plus en vertical. On doit être vertical sur la compétence si on est un ingénieur, mais surtout la capacité effectivement de travailler avec les autres et de pouvoir intégrer d'autres, je dirais, en fait, qualités, je dirais, en termes de connaissances. Voilà ce que je peux dire très, très rapidement. Par contre, si vous me demandez après combien de millions d'emplois on va créer, je ne peux pas vous dire. Est-ce que ce sont des emplois de substitution, de nouvelles créations d'emplois? En tout cas, dans le nouveau monde, il y aura en tout cas des nouvelles approches de formation qui permettront d'intégrer ces évolutions-là. Justement, c'est la question qu'on va poser à Madame Bouglin, d'ADEME, à qui je remercie pour sa présence.
Donc, nous connaissons en tant que formateurs le fait que ADEME publie régulièrement des études sur l'état des lieux des marchés des emplois. Alors, quels sont les types d'emplois que l'on développe ce dernier temps pour bien former nos étudiants? Et peut-être quels sont les défis au niveau des territoires, globalement déjà d'abord, après au niveau des territoires, pour que cette demande qui semble croissante d'emplois verts soit un succès. Merci à vous. Très bien, merci pour votre invitation et bonjour ou rebonjour à toutes et à tous. Donc je vais effectivement, comme vous me le demandez, vous donner quelques éléments de bilan, peut-être quelques éléments de prospective, un ou deux défis qui nous restent quand même à relever pour que tout se passe bien. Voilà. Et puis on finira par quelques exemples qui montrent que la tâche est dure, mais que voilà, si on fait preuve d'un peu de pérennité dans notre volonté, on devrait arriver à faire des choses qui nous conduiront vers la neutralité carbone vers laquelle on souhaite tous aller. Alors en termes de bilan, vous le disiez, l'ADEME publie chaque année des chiffres sur 3 segments, en estimant que ces 3 segments sont quelque part révélateurs. Alors après, il faudra sans doute évoluer dans le temps, mais globalement, on s'intéresse aux énergies renouvelables, à la mobilité propre et surtout à la rénovation énergétique dans le résidentiel. Si on fait un bilan, je suis toujours très frustrée par les chiffres statistiques, parce qu'on arrive avec systématiquement 2 à 3 ans de retard par rapport à l'actualité. Voilà, j'en suis désolée, mais nos derniers chiffres stabilisés sont de 2016 et je vous citerai ceux de 2017 qui ne sont pas tout à fait stabilisés, mais on se dit que c'est un peu plus près. Bon, si on fait un bilan sur la décade, donc 2006-2017, on a eu un doublement du volume de ces 3 marchés. Et ça s'est accompagné de plus 75% d'emplois sur ces 3 marchés. À grosse maille, la moitié de ces emplois, donc quelques 370 000 emplois, à grosse maille, la moitié sont dans la rénovation énergétique, un quart est dans les énergies renouvelables et un quart est dans la mobilité propre. À côté de ça, il y a eu des analyses, notamment faites par le PEX, donc le réseau des éco-entreprises, sur l'ensemble des offres d'emploi, et c'est en cela que ça peut intéresser le monde enseignant. Entre 2014 et 2018, il y a dû y avoir 74 000 offres d'analysées. Globalement, on cherche des gens de tout niveau. Hein. On en cherche quand même plus de niveau technicien, quelques 30%, ingénieur, quelques 25%. Mais sinon, ça va du CAP au docteur. C'est plutôt les grands groupes qui emploient, hein, quelques 50% des offres, mais les PME sont particulièrement actives puisque c'est à elles seules plus de 20% des offres. Et puis dans les secteurs qui recrutent préférentiellement, il y a le traitement de l'eau, 20%, et derrière, à peu près ex aequo, vous aviez la gestion des risques, la prévention et les déchets, et le troisième qui est bien sûr la distribution des énergies renouvelables. Donc ça c'est pour la partie bilancielle. En ce qui concerne la prospective, déjà bon, pour partager un constat que vous connaissez déjà tous, mais ça fait du bien aussi de se le rappeler, il n'y a plus de question de savoir si la croissance verte, elle va ou pas créer de l'emploi. Elle va créer de l'emploi. Après, on peut se battre pour savoir si elle va en créer à horizon 2050 plutôt 700 000, plutôt 1 million. L'ADEME annonce 900 000, mais quel que soit le commanditaire des études, la croissance verte, si on la met en œuvre, quitte à retenir un truc cet après-midi, c'est si on la met en œuvre, nous sommes en train de parler de potentiel, hein, donc c'est heureux d'avoir un potentiel, mais il faut arriver à le réaliser. Donc si on la met en œuvre, va détruire un certain nombre d'emplois, va en créer un certain nombre d'autres, mais le solde est toujours positif. Et donc par rapport aux défis que je souhaitais citer, justement pour que ce potentiel puisse devenir une réalité, déjà il y a quelque chose de très basique. Toutes les prospectives sont basées sur l'atteinte des objectifs, des politiques, des lois, des plans et des programmes. Hein.
Typiquement, on part du principe qu'on va faire 500 000 rénovations par an. Voilà. Donc, on va effectivement avoir des emplois si on développe des marchés. Donc, ça aussi pour vous dire que continuer à être fort et à porter haut un certain nombre d'objectifs et qu'on les mette en œuvre est une condition sine qua non, au même titre que toutes les prospectives à 2050 partent du principe qu'on va avoir une taxe carbone croissante et qui sera totalement redistribuée. C'est un peu la vraie vie, quoi. Bon, à nous de la réaliser et de la mettre en œuvre. L'autre chose, c'est que, bien sûr, il faut, comme vous l'évoquiez, verdir les métiers traditionnels. Quoi qu'il arrive, on aura beaucoup plus besoin de plaquistes bien formés à la transition énergétique que de directeurs développement durable. Donc, c'est vraiment dans le verdissement qui est des métiers traditionnels qui est la pierre angulaire. La formation initiale, on peut estimer que c'est largement enclenché quand on voit les programmes et l'appétence des étudiants. Et c'est donc dans la formation continue et en particulier en phase de reconversion avec des publics qui sont déjà des victimes et qui sont souvent très attachés à l'emploi qu'on est en train de leur dire qu'on va de toute façon supprimer, qu'il y a tout un effort à faire d'accompagnement. J'essaierai de vous en donner un exemple. Et puis plus globalement, on est en train de parler d'humains, d'hommes, de femmes, et pas d'électrons, et on ne peut pas les injecter dans un réseau. Et statistiquement, quand on crée un poste dans les éoliennes à Dunkerque et qu'on en supprime un à Rodez dans le diesel, ça fait une somme nulle. Et bien humainement, ça fait absolument pas une somme nulle. Et si la majorité de nos concitoyens sont prêts à aller un peu au-delà de traverser la route pour trouver un nouvel emploi, ils ne sont pas en mesure de traverser la France, pour plein de raisons qui sont tout à fait compréhensibles. Et du coup, ça m'amène à un début de conclusion qui consiste à dire que ce qu'on a pu voir aujourd'hui, et puis dans les éditions précédentes au niveau de 5T, on a beaucoup parlé de la territorialisation et de l'autonomie énergétique, des boucles, de l'autoconsommation, des énergies renouvelables locales. Eh ben, il y a tout ce défi qui fait qu'il faut aussi parler d'autonomisation en termes de reconversion et de création d'emplois. Parce que voilà, c'est à la fois au niveau des emplois et compétences et des bassins de vie qu'il faut qu'on arrive à avancer, parce que la création d'emplois et de compétences, c'est pas juste un co-bénéfice de la transition énergétique et écologique. S'il n'y a pas création d'emplois et de compétences, il n'y aura de toute façon pas de transition énergétique et écologique. Je ne veux pas du tout être alarmiste, je voulais juste rappeler que derrière la réalité statistique nationale, voilà, il y a des humains qui aiment bien vivre à l'endroit où ils vivent et que c'est vraiment à cette échelle locale et de bassin de vie qu'il faut travailler, et que sur ce sujet, peut-être encore plus que sur tous les autres, c'est bien en partenariat public, privé, associatif, de quartier, enfin, mettre tous les acteurs que vous souhaitez autour de la table, mais ça ne pourra de toute façon pas être étatique, on va dire. Et je terminerai, s'il me reste encore quelques secondes, simplement pour vous dire qu'après ces défis qui semblent peut-être élevés à relever, on a quand même un certain nombre d'exemples en cours ou à venir ou dans le passé qui nous montrent qu'on arrive à réaliser des choses importantes au niveau de l'évolution des compétences, des emplois et de la transition énergétique et écologique, et que c'est autant de moteurs pour nous aider à l'avenir à croire à notre capacité à relever ces défis. Le premier exemple, c'est typiquement récemment les contrats de transition écologique, notamment dans des zones où on est amené à fermer des sites. Pour en prendre un au hasard d'EDF, une centrale fuel à Ramon. Ben là, on part et on investit sur les compétences existantes de métiers dits gris pour trouver de nouvelles activités, l'implantation de nouveaux sites qui permettent aussi de valoriser les compétences existantes, quitte à les compléter, et accompagner la fermeture de cette activité de l'implantation de nouvelles activités comme le développement du photovoltaïque, le fait d'avoir un pôle logistique multitransport, j'en passe des meilleurs, peu importe, mais c'est juste de dire
il faut accroître les compétences des gens. On ne leur changera pas leurs compétences initiales et ce serait bien dommage de s'asseoir dessus parce qu'ils ont appris à faire des choses qui font fortement bien et qui pourront mettre au service de la transition énergétique. Deuxième exemple, verdir les métiers traditionnels. Bon, là, je ne rentre pas dans le détail parce que c'est sans doute des sujets que vous maîtrisez tous, mais bon, quand on voit les programmes FIBAT dans le domaine du bâtiment, il y a eu quand même un effet de masse en termes de formation. Récemment, avec le plan bâtiment durable et FUN, donc la France numérique, le U, c'est université, oui, France Université numérique, on a sorti un MOOC sur le bâtiment durable et on est déjà à plus de 30 000 personnes inscrites et qui suivent ce genre de formation. Donc il y a toute une dynamique de ce côté-là. Et je terminerai juste par un troisième exemple. Le secteur de l'économie verte est une opportunité en termes de retour à l'emploi. Le secteur du bâtiment en général est la première opportunité en termes de retour à l'emploi de par justement les métiers qu'ils proposent. Et il y a un certain nombre de dispositions aujourd'hui, notamment avec les clauses sociales d'insertion, qui font que vous pouvez réserver un certain nombre d'heures à des personnes très éloignées de l'emploi dans le cadre de la rénovation énergétique. Et on a exactement la même chose du point de vue volontaire, on va dire, dans le domaine des énergies renouvelables. Pour ne citer qu'un exemple, le groupe Valorem qui s'est engagé avec la ville de Carcassonne et la maison d'emploi de Toulouse à réserver 7% des heures de travail dans le domaine du photovoltaïque à des personnes très éloignées de l'emploi. Et le dernier mot que j'indiquerai, c'est vous rappeler qu'en 2018, l'État a mis en place un plan d'investissement dans les compétences qui vont permettre de diffuser, d'attribuer 10 000 formations aux métiers de la transition énergétique et écologique qui seront financées par Pôle emploi pour des personnes en recherche d'emploi. Voilà, merci. Merci pour ces chiffres qui donnent quand même une certaine information dont on a besoin aussi et qui complètent la première intervention et les exemples. Et justement, la troisième intervention, nous avons voulu faire un focus sur une entreprise et une belle entreprise à travers l'intervention de M. Renaud Francom, qui est directeur territorial régional Poitou-Charentes de GRDF, donc une entreprise qui est dans l'énergie et qui emploie beaucoup. Alors ma question, c'est quelles sont les perspectives d'emploi au sein de votre entreprise et quel est leur impact sur les emplois classiques ou qui existent? Merci de me donner la parole sur cette thématique. Alors plus qu'une entreprise secteur de l'énergie, on est surtout une entreprise de la transition énergétique aussi. Voilà, on ne fait pas que distribuer de l'énergie. Donc les perspectives d'emploi, on les a regardées sur les secteurs qu'on connaît le mieux, c'est-à-dire tout ce qui va être le verdissement du gaz et notamment la chaîne de la méthanisation, et puis sur la chaîne mobilité au travers de la mobilité GNV. Et plutôt que de faire l'étude par nous-mêmes, on a confié cette étude à l'agence de conseil Transition, de façon à avoir un spectre beaucoup plus large et beaucoup plus indépendant en termes d'analyse de ce qui allait se passer. Donc pour faire ça, l'agence de conseil s'est appuyée sur l'ensemble de la filière, c'est un point important à retenir, et je ne vais pas détailler l'ensemble des modalités de l'étude, à part vous dire que les points que je vais vous évoquer ont été regardés sur toute la chaîne de valeur, que ce soit dans la méthanisation ou dans le GNV, et avec l'ensemble des filières, de façon à avoir la vue la plus objective possible sur ce qui allait se passer. Bien évidemment, ça reste une étude. Vous le disiez, les chiffres nous donnent des orientations, mais c'est des chiffres pleins d'espoir en termes de création d'emplois. Pour certains leviers, il va y avoir du transfert d'emplois, mais pour d'autres, il y a de la vraie création d'emplois, et c'est ça qui est rassurant. Et l'angle qu'on a choisi, c'est de regarder ce qui pouvait se passer à 2030. On peut faire de la prospective à 2050, mais ça paraît loin et pour les étudiants actuels, et pour les circuits de formation, et pour nous. Donc on a mis le curseur à 2030. Voilà, ça c'est pour vous donner à peu près le cadre des chiffres. Donc sur la partie méthanisation, parmi tous les scénarios, il y en a plusieurs, mais il m'a semblé qu'il y en avait deux qui étaient particulièrement intéressants. Le premier qui est l'orientation que pourrait prendre la PPE en termes de gaz vert demain, qui est en dessous les espoirs attendus ou fixés dans le cadre de la loi de transition énergétique. Et puis un deuxième scénario qui est
que je vais réduire au titre de scénario des gaziers, mais en tout cas où la filière gazière a bon espoir d'atteindre ses objectifs en termes de verdissement du gaz. Et ce qu'on voit, c'est que par rapport à la situation actuelle, si on est sur le scénario prévu PPE, on serait par une multiplication par 4 du nombre d'emplois actuels sur la filière méthanisation. Si on est sur le filière gazière, on multiplierait par 8. 8, ça amènerait plus de 30 000 emplois en 2030 pour faire marcher la filière méthanisation. Donc, quand je parlais de chiffres pleins d'espoir, c'est 30 000 emplois directs et indirects qui vont être créés d'ici 10 ans pour ce schéma-là. Alors, vous allez me dire, mais quel type d'emploi? Donc, je ne vais pas aller dans des métiers, je vais rester dans le cadre de l'emploi. 30%, on évalue qu'à 30%, ça va être le volet agricole et tout ce qui va être gestion de la chaîne des intrants, c'est-à-dire tout ce qui permet d'amener de la matière méthanisable sur l'unité de méthanisation. Et on évalue à 50% tout ce qui va être la filière exploitation-maintenance des unités de méthanisation. En gros, une unité de méthanisation moyenne, ça sera 3 à 4 emplois qui vont être créés pour faire tourner la chaîne de méthanisation. Alors, ça a plein d'intérêts de ces chiffres-là, c'est que ça donne une perspective d'emploi qui est répartie sur le territoire, mais que ça reste de l'emploi local, non délocalisable. Et puis, c'est aussi une façon de créer des nouveaux métiers dans la filière agricole, parce qu'essentiellement, la méthanisation sera d'origine agricole. Donc, c'est un vrai relais de croissance aussi dans le monde agricole. Ça veut dire aussi, et là je m'adresse à la filière enseignante que vous représentez, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des métiers où il y a des filières à créer en termes de formation pour enrichir les cursus de formation des futurs exploitants à intégrer tous ces nouveaux métiers, alors qui sont nouveaux pour certains, mais en tout cas, il va falloir intégrer ça dans les circuits de formation. Voilà, donc, deuxième message aussi à passer, c'est qu'il y a des orientations qui vont se prendre sur la PPE. Le message politique va être sur les quantités d'énergie verte à injecter. Il y a un vrai message emploi derrière, il ne faut pas l'ignorer. Donc dans les choix stratégiques en termes d'énergie, il y a aussi des choix emploi qu'il va falloir intégrer. C'est un petit clin d'œil que j'adresse à certains de nos politiques. Sur la filière GNV, c'est une façon de convertir le gasoil vers une énergie plus propre. Les études, pareil, ont été faites par le même cabinet conseil, avec les mêmes principes de base. Et ce qu'on observe ou ce qu'on prévoit, c'est qu'à 2030, il y aurait 36 000 emplois créés pour la filière GNV. Alors c'est moins porteur d'espoir que pour le biométhane, parce que ça va être aussi une grosse partie de conversion. Tout l'emploi qui est lié aujourd'hui à la fabrication, l'exploitation, la vente et l'entretien des véhicules gasoil pourrait être converti dans la filière GNV et bio-GNV. Malgré tout, on estime qu'il y aura à peu près 1500 emplois directs qui vont être créés, liés notamment à la construction, exploitation, installation de GNV et de bio-GNV. Donc ça veut dire que c'est moins porteur. En tout cas, on ne détruit pas l'emploi et on peut en créer un peu sur la filière GNV, enfin mobilité, et par contre, grosse création d'emplois sur la filière biométhanisation, parce qu'on parle de entre 30 et 40 000 emplois à échéance 2030. Voilà. Donc c'est aussi une façon de maintenir l'emploi en France, de faire de la localisation et de ne pas faire des grandes migrations d'emplois en faisant le thème que vous avez évoqué. On peut traverser la route, on n'est pas toujours prêt à traverser la France, au moins pour certaines personnes. Donc ça répond à une des problématiques. Voilà, je vous remercie. Je vous remercie, M. Francombe. Vous m'avez tendu la perche, donc je vais vous inviter à intégrer le comité scientifique de la dominante énergie-environnement de l'EXI. Et justement, je vais profiter pour amener un jeune, enfin, je vais dire un vieux habitué de ESNT, parce que monsieur, il a gagné le prix de la jeunesse il y a 2 ans, ESNT. Il s'agit d'un produit mixte EXI-Excelia, parce que monsieur, il est ingénieur et en même temps, il est diplômé de management, d'un master spécialisé management industriel qui se fait en collaboration entre EXI et Excelia. Donc, je voudrais savoir un peu qu'est-ce que tu deviens. Pas tout, hein, tu n'es pas obligé pour une fois, Joanne, de me dire tout. Comment la transition énergétique a changé ton métier, et surtout, je te donne l'unique opportunité, même si tu étais délégué, tu n'as pas pu dire beaucoup, de critiquer un peu nos programmes et de dire un peu quelles sont les nouvelles compétences qu'on devait quand même introduire dans nos programmes. C'est bon?
Merci beaucoup. Merci Myriam et Diana pour l'invitation. Je suis vraiment ravi d'être à S5T pour la 3e fois. Donc pour revenir sur mon parcours, voilà, j'ai fait l'EXI, dominante énergie environnement, et puis le double diplôme avec Excelia Group en management industriel. J'ai fait mon stage de fin d'études sur La Rochelle chez Vinci Énergie en éclairage public. Donc je vais vous parler un petit peu d'éclairage public aujourd'hui. Et je continue de travailler pour le même groupe. Je suis à Tours en ingénierie efficacité énergétique. Donc plus maintenant sur un bureau d'études avec une vision plus systémique sur mes projets qu'une entreprise de travaux comme j'étais à La Rochelle. Donc mon quotidien est en phase avec mes convictions, c'est d'essayer d'aider les communes à réaliser un maximum d'économies d'énergie à travers la réalisation d'un programme travaux pluriannuel qui tient compte des budgets des collectivités, des différentes contraintes de voirie qu'on va pouvoir rencontrer sur le terrain. On va revenir sur ces programmes régulièrement pour l'ajuster en fonction des nouvelles technologies, des réglementations qui évoluent. Voilà, ça c'est le point principal et c'est mon cœur de métier. Donc je voudrais revenir sur différents points qui ont fait que la transition énergétique a changé mon métier, en tout cas de ce que j'ai pu apercevoir auprès aussi de mes collègues. Il y a un point qui est au niveau des collectivités, il y a une réelle prise de conscience des enjeux climatiques, et donc ça se traduit par le changement d'échelle de rénovation en éclairage public au niveau des LED. Il y a une certaine massification de cette rénovation depuis voilà, maintenant quelques années. On parlait, voilà, il y avait beaucoup de prototypes jusqu'ici dans la Smart City ou dans d'autres éléments. Voilà, en rénovation d'éclairage public, on est vraiment maintenant dans la phase de massification. Il y a également donc, sur des changements de réglementation avec les nuisances lumineuses. On entend parler des LED, ça fait la lumière bleue qui est plutôt nocive. Oui, ça a des impacts sur la biodiversité, sur l'humain. Il y a un décret qui est sorti en décembre dernier qui vient contraindre beaucoup les nouvelles installations d'éclairage public. Donc maintenant, on installe des LED qui vont avoir une température de couleur un petit peu plus chaude, qui a moins d'impact sur la biodiversité, mais qui est également un petit peu moins performante en termes d'efficacité énergétique. Donc on parlait de légère opposition entre économie et écologie, et là c'est plutôt entre la biodiversité et l'efficacité énergétique. On est toujours en train d'essayer de trouver un compromis pour allier ces différentes parties. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Il y a eu une innovation technologique majeure, c'était l'arrivée des LED, associée au fait que le parc d'éclairage public était assez vétuste et qui avait plus de 25 ans, donc c'était très important de renouveler le parc et assez rapidement. L'éclairage public, ça représente 41% des factures d'électricité des communes. Pour les petites collectivités rurales, c'est encore plus important, ça peut monter à plus de 50%, donc il y a des réels enjeux. Bon, j'ai passé une partie, voilà, l'évolution de la transition énergétique sur mon métier. Ça a aussi été l'émergence de tous les éléments Smart City qu'on a pu discuter un petit peu précédemment. Donc les bornes de recharge pour véhicules électriques, ça va être le Smart Parking. Tous ces éléments, en fait, ils peuvent être connectés au réseau d'éclairage public, qui est un réseau qui appartient à la collectivité et qui est en surface, qui est disponible ici et maintenant. Donc c'est quelque chose qu'on peut vraiment faire évoluer vers la Smart City. Alors sur les compétences, maintenant je vais revenir un peu plus sur les compétences qui sont demandées par les entreprises et les collectivités du coup pour les besoins. Donc les besoins, ça va être davantage d'être sur des projets plus globaux, de pouvoir conseiller les collectivités où est-ce qu'il faut investir en priorité pour faire un maximum d'économie d'énergie. On a vu qu'il y avait beaucoup d'investissements à faire dans le bâtiment, mais l'éclairage public nécessite également des investissements importants. Et donc il faut des compétences assez globales, à la fois plutôt, on va dire, d'un aspect commercial. Donc moi je suis plutôt ingénieur à la base, donc évidemment tout ce qui est en énergie, en production d'énergie renouvelable, pouvoir concilier l'ensemble, la gestion des réseaux en maintenance, en gestion d'équipe. Et puis j'ai réussi aussi à approfondir toutes mes connaissances
en négociation et aussi en communication pour réaliser un exercice comme aujourd'hui avec du coup mon double diplôme. Du coup, c'est pas forcément évident comme exercice pour un ingénieur débutant. Donc je pense que j'ai été très bien préparé au milieu de l'entreprise par mes écoles et j'ai pas grand chose à reprocher. Donc merci beaucoup. Tu as toujours peur, en fait, c'est ça. Bon. Ben, on remarque que la jeunesse nous pousse, pas dehors, mais nous pousse au changement. Toutes ces interventions, effectivement, nous font comprendre les défis que nous devons relever. École de commerce, école d'ingénieurs, université, mais aussi E5T, dont l'une des missions, effectivement, c'est la sensibilisation et l'éducation à toute cette transition. Et donc, la prochaine intervention est tournée là-dessus. Donc, je m'adresse à M. Éric Vernier, qui est directeur de la chaire Échanges et risques internationaux à l'ICID et vice-président de E5T, chargé de la recherche. Donc, un projet d'une école des hautes études pour la transition énergétique émerge. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Bien, merci. Donc, vous voyez qu'on a gardé le meilleur pour la fin. Non, la fin, c'est après. Toujours. La fin, c'est après. Vous allez voir, oui, on va revenir à la jeunesse et ça va être très important. Ce que j'ai à dire, alors ça va être assez court puisque c'est une annonce. Et pour ceux qui sont restés les 2 jours et demi, enfin presque 3 jours, on vous a gardé ce scoop, effectivement, puisque Myriam Maestroni et tout le comité de la Fondation E5T a monté un projet qui va voir le jour dans quelques jours, puisque c'est la création de l'Institut, enfin de l'école des hautes études sur la transition énergétique, on va pour le moment appeler l'école des hautes études by E5T, et qui va être donc amenée à former de différentes manières, je vais y revenir, mais à former, à informer, à sensibiliser, à développer la réflexion autour de la transition énergétique. Alors, effectivement, les réunions, les séminaires, ce sera d'approfondir cette réflexion, de développer des démarches de prospective, mais aussi être plus pragmatique et avoir des formations plus opérationnelles, alors aussi bien techniques que managériales, sous différentes formes. Et donc, ça va s'adresser à tout le monde. En tout cas, tout est ouvert, mais effectivement, il y a une orientation qui est très forte vers les cadres supérieurs, les dirigeants de PME, qui sont amenés à développer cette réflexion ou qui sont confrontés à certaines nouvelles contraintes. On en parle depuis 2 jours et demi. C'est quelquefois une envie, un engagement, mais c'est aussi souvent des contraintes. Des élus aussi, là on a bien compris l'enjeu, des fonctionnaires, donc tous ceux qui sont amenés aujourd'hui pour différentes raisons à s'intéresser à la transition écologique, la transition énergétique. Donc ce sera, comme je disais, aussi bien des séminaires ou des cycles de réflexion et d'échange que des formations très opérationnelles. Alors on a déjà en projet plusieurs formations et il faut savoir que cet institut va être créé en collaboration avec l'IPAG et donc principalement avec Jean-Claude Fontanive ici présent qui est directeur de la chaire transition énergétique de l'IPAG. Donc l'IPAG, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une école de management parisienne qui est très orientée sur justement la transition énergétique. Les formations seront de plusieurs ordres. Il va y avoir des formations de 2 jours sur des thèmes très particuliers. Avec, ça peut aller d'un expert, d'un sociologue, jusqu'à une visite, enfin la présence, et jusqu'à une visite d'entreprise et des échanges avec des CEO ou des spécialistes. Donc des formations courtes de 2 jours sur des thèmes très particuliers et très approfondis. Donc là, c'est pour vraiment monter en puissance et en gamme dans sa connaissance de telle ou telle problématique énergétique. Il y aura aussi un cycle de conférences que nous organiserons donc chaque mois en soirée. Donc il y aura une soirée par mois et donc vous pourrez vous inscrire soit à quelques-unes de ces interventions ou au cycle complet sur 1 an. Et puis l'ambition, c'est d'arriver à
court moyen terme, d'arriver à une formation de type Bac+5, donc master, pour des formations initiales et des formations continues, donc plus exec, sur ces questions. Donc ça, on espère y arriver assez vite. Mais en tout cas, dès maintenant, donc, nous allons proposer ces formations courtes, donc cycle annuel et formation de 2 jours. Pour ceux qui sont intéressés, il y a quelques plaquettes qui sont déjà prêtes et qu'on pourra vous proposer à la sortie. Je crois que si on parle de vous, votre place pourra être aussi bien, vous en tant qu'expert, en tant que personne engagée. Je crois que certains pourront se trouver d'un côté ou de l'autre de la chaire, si on parle de la chaire du professeur, puisque évidemment ce que nous vivons depuis 6 ans, donc c'est la 7e édition, c'est un petit peu ce que nous voulons faire vivre dans cette école des hautes études sur la transition énergétique, qui va s'ouvrir dans quelques jours officiellement. Donc c'est pour ça que je vous parlais du meilleur pour la fin, c'était un peu un scoop que nous vous réservions, la Fondation E5T et moi-même. Donc n'hésitez pas à vous renseigner, à venir me voir ou en parler à tout membre du comité E5T. Mais le meilleur pour la fin, il va arriver après. En tout cas, je vous remercie. Nous remercions nos invités et puis, excusez-nous, le meilleur pour la fin.